Bonjour à tous, bienvenue à vous. On espère que vous avez passé un très bon week-end. On n'en doute pas d'ailleurs, sous le soleil breton forcément. Allez, on est ravis de vous retrouver. On va passer 45 petites minutes ensemble et on va bien les occuper ces 45 petites minutes. Entre autres avec vous, Ronan, bienvenue à vous. Bonjour, vous allez nous présenter quoi? Alors moi je viens pour vous présenter Plein Feu sur Nouveau, c'est un nouveau festival qu'on organise à Nouveau-Atout le week-end prochain. Et c'est une première édition, donc plein de surprises et de choses à raconter. À tout à l'heure. Et vous Sébastien, bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous avez passé de belles vacances? Excellent, comme disent les Québécois, c'était fun. C'était fun, bah, si c'était fun, alors c'est que c'était bien. Du coup, vous allez nous parler de quoi ce matin? De Google for Job. Oh yeah, avec l'accent. Google for Job. Et Google for Job, ça parle de quoi? C'est un nouveau service lancé par Google depuis le mois de juin, qui arrive en France et qui bouleverse un peu le marché de l'emploi. Eh ben, ça tombe bien, dites donc, parce que ça va dans le sens du thème du jour. Aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle, un phénomène qui s'accélère, puisqu'aujourd'hui, un salarié sur 3 envisage une transition professionnelle, et c'est évidemment le cas également chez nous en Bretagne. Vous l'avez dit, donc on va donc s'intéresser à la reconversion professionnelle, mais on va aussi parler de qualité de l'air, et notamment ces pollutions que l'on ne voit pas et qui touchent principalement les enfants. Comment agir pour qu'ils soient moins exposés? Eh bien, nous explorerons quelques solutions tout à l'heure. Sans oublier, en fin d'émission, l'ami Billy que l'on retrouvera à la SPA de Rennes avec un nouveau compagnon pour la vie à adopter, comme dit ma chère Catherine. Voilà, bienvenue à vous tous en ce lundi matin. Catherine, on parle de reconversion professionnelle. Ça vous inspire quoi? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Pourquoi, Laurence? Vous avez un message à me faire passer? Ah, pas du tout, non, justement. Non, c'est bon, c'est parce que j'ai pris la dernière chouquette ce matin. Bah, je n'osais pas vous dire, ça m'a un petit peu énervée quand même, mais bon. De là, changer de métier quand même. Ah non, je souhaite surtout pas ça. Non, restez avec nous le plus longtemps possible. Merci Laurence. Ah bah oui, en même temps, on est tous un peu le fruit d'une reconversion professionnelle. Ah, je croyais que vous alliez dire, on est tous le fruit d'une chouquette. Non. Nous sommes tous le fruit d'une chouquette. Que lui arrive-t-il? Au sens, c'est lundi, elle a complètement pété les plombs. Elle a pété la bobette. Comme ils disent, pas du tout au Canada. Donc on est le fruit d'une reconversion professionnelle. Moi-même, j'ai eu déjà plusieurs métiers. Je pense qu'on est tous un peu pareils. J'ai été dame pipi au SPAS. Et là, à l'endroit importe peu, mais après, je me suis dit que je prenais beaucoup trop ce métier au sérieux. Et j'ai été vendeuse du piano aussi, ce qui est un peu embêtant quand on ne joue pas de piano. Donc j'ai vite arrêté aussi, ou ce métier m'a arrêté, je ne sais pas. Vendeuse de tissus aussi, j'en achetais beaucoup trop. Et puis j'ai fini par être saltimbanque au grand rassurement de mes parents. À la grande rassurance, pardon. Et vous savez à peu près ce que vous allez faire ou pas? Si je vous dis là maintenant, vous changez de métier, vous savez quoi? Un métier 100% dehors tout le temps. Okay. N'importe quel métier, mais dehors tout le temps. Paysagiste ou des trucs comme ça? Non, pas paysagiste, non, plutôt, je sais pas, entretien d'espace naturel, mais pas en mode petit, plutôt en mode grands espaces. Grand canadien, quoi. Canadien. Ou un pub sur le thème du rugby. Ah ouais. Voilà. Ça m'étonne pas. À l'australienne. Ok, donc à boire, la nature, c'est top. Mais c'est un peu. Alors je vais faire un parallèle. Rémi, lui, peut-être c'est le top champion du changement d'emploi. Il nous racontera ça tout à l'heure. On est presque une profession. Oui, c'est ça. Et demain, vous faites quoi alors? Tant que je suis en relation avec les gens, tout ira bien. Ouais, c'est ça. En relation. C'est un peu ça. C'est comme un couple aussi, peut-être. Pardonnez-moi pour le parallèle. Mais parfois, il y a un coup de foudre avec le job. Parfois, on sait très vite que ça va pas être compatible. Et puis, parfois, on est pris par le démon de midi. On a envie de nouveaux projets. Je ne change que professionnellement. Voilà, on a envie de changer de train-train, peut-être de voir d'autres horizons, de voir ailleurs. Donc voilà, on en saura un peu plus, bien sûr, sur la reconversion professionnelle. Eh oui, on va commencer à en savoir un petit peu plus tout de suite en images. Allez, on se retrouve juste après. T'es plus dans la charcuterie. Je me suis reconverti, je fais dans le stylisme maintenant. Aujourd'hui, la reconversion professionnelle à la cote. 56% des actifs ont déjà changé d'orientation professionnelle. Et parmi ceux qui n'ont pas tenté l'expérience, 35% se disent prêts à changer de métier dans l'année qui vient. Envie de nouveautés, de faire évoluer sa carrière ou de donner un nouveau souffle à sa vie. Que vous ayez 30 ans ou plus de 50 ans, que vous soyez en CDI, en CDD ou sans emploi, avec ou sans diplôme, c'est possible. Mais attention, une reconversion professionnelle réussie ne se fait pas à la légère. Cela nécessite de bien réfléchir à ses motivations et les adapter à la réalité. Notre conseil, commencez par faire un bilan de compétences. Cela vous permettra d'établir par un professionnel vos atouts pour votre futur métier. Plusieurs organismes peuvent le financer et rassurez-vous, votre employeur actuel n'en saura rien. Que vous connaissiez déjà votre futur métier ou non, dans tous les cas, ce qui compte, c'est de s'orienter vers un métier qui recrute et qui a de l'avenir. Ouvrir une agence de voyage, c'est sympa, sauf qu'avec Internet, ça ne fait plus du tout recette.
oublié. Mais qui dit reconversion professionnelle dit formation. Se pose donc la question du financement. N'hésitez pas à vous servir de votre compte personnel de formation, le CPF, créé en janvier dernier, qui vous donne accès à des formations qui peuvent être entièrement prises en charge et même rémunérées. Pas mal. Alors, on se reconvertit ? Bah oui, enfin pas tout de suite là, je vous rassure, je vais quand même terminer les 45 minutes. On y va. Bonjour Vanessa Van der Reghen, bienvenue à vous. Vous êtes la directrice régionale de Cadre en Mission, une société qui fait du portage salarial, on expliquera peut-être ce que c'est. Structure où vous accompagnez également les actifs qui sont dans une démarche de reconversion professionnelle. Alors on l'a dit, ça devient un véritable phénomène de société et les chiffres des études sont quand même assez édifiants. Oui, comme vous l'avez dit, il y a aujourd'hui un salarié sur 3 qui pense réfléchir à un changement professionnel. Il faut savoir qu'une reconversion professionnelle, c'est une démarche qui vise soit à changer de métier, soit à changer de statut. Ouais. Et puis c'est un phénomène où les études disent que 75% aujourd'hui des salariés sont insatisfaits de leur vie professionnelle et 60% envisagent de changer de métier dans l'année. Ouais, c'est beaucoup. Alors pourquoi ? Quels sont les déclics les plus fréquents ? Alors, il y a plusieurs raisons. Ça peut être aussi un accident, un imprévu, ça peut être une maladie, un handicap, un licenciement, un suivi de conjoint. Donc, on a besoin de se repositionner. Ça peut être aussi un vrai questionnement par rapport à son métier, la difficulté de trouver un emploi. Ça peut être également, aujourd'hui, je suis dans mon emploi mais je m'ennuie, il y a une routine ou un manque d'évolution, de perspective. Ou ça peut être vraiment une vraie quête de sens en se disant, voilà, aujourd'hui, je veux m'aligner avec mes valeurs, je veux garder un équilibre avec ma vie pro, ma vie perso, et puis peut-être aussi avoir une utilité sociétale sur son territoire ou pour les autres. Donc voilà, il y a toutes ces raisons-là qui poussent les gens. Les facteurs sont multiples, mais quand même, ce questionnement au cours de la quête de sens, il est vraiment de plus en plus fréquent. Ouais. Vers quel secteur on se reconvertit beaucoup finalement ? Alors, beaucoup vers les métiers quand même du manuel. On parle de tapissier, on parle d'ébéniste, on parle de boulanger. Beaucoup aussi dans tout ce qui est développement personnel, coaching, sophrologue. On voit un boom aujourd'hui dans le métier du digital et aussi vers les agents immobiliers. Et de plus en plus vers le statut salarié à statut d'indépendant. Vraiment ce changement de statut. Par exemple, en 2018, j'ai pu accompagner 500 personnes qui avaient le statut de salarié. Et aujourd'hui, 45% ont fait le choix du portage salarial. Donc c'est vraiment un vrai mouvement vers l'entrepreneuriat. Alors justement, vous parlez de portage salarial, ça concerne Rémi Magne. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous avez déjà eu plusieurs vies professionnelles, on va raconter très rapidement, mais vous êtes, comme on disait, un professionnel de la reconversion finalement. Oui. Vous avez commencé dans quel domaine, dites-nous ? Dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie. Oui. J'ai commencé dans l'hôtellerie où j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et puis ensuite de l'hôtellerie, je suis passé dans le commerce. J'ai évolué au sein de grandes structures, plus au sein de la grande distribution. Et puis voilà, j'étais cadre au sein de la grande distribution. J'ai ensuite eu des opportunités. J'ai monté un centre de formation où on faisait de la formation et de la maintenance dans l'informatique. On était deux en co-gérance. Alors on vous voit là, vous nous avez gentiment fourni quelques petites photos, souvenirs de toute vos vies professionnelles. Voilà, tout à fait. Vous avez été traiteur, vous avez travaillé en Espagne. C'est ça, exactement. Voilà. Ensuite, c'est tout un tas d'opportunités finalement. Mais c'est ça. Lorsqu'il y a une opportunité qui s'ouvre, eh bien, à partir du moment où il y a une relation avec la clientèle et une satisfaction apportée, j'y vais et puis voilà. Pour vous, c'est ça. Il faut pas. Vous vous ennuyez vite ? Vous êtes quelqu'un qui se lasse vite ? C'est pas que je me lasse vite, c'est que j'aime bien relever des nouveaux challenges. Et puis j'aime bien surtout créer, la création, la mise en place de choses. Et voilà, la structure de traiteur que j'ai eue pendant un certain nombre d'années. Au bout d'un moment, ça fonctionnait bien. Et je l'ai revendu parce que j'avais une opportunité effectivement de vie en Espagne. Ouais. Et, pour vous, c'est l'envie qui compte. Ah, exactement, tout à fait. C'est l'essentiel. Oui, c'est ça, le plaisir. Le plaisir et le plaisir. Comme ça, c'est clair. Oui, exactement, voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes indépendant, vous êtes consultant expert en digital learning. Exactement. Et vous êtes rattaché à Cadre en Mission, avec Vanessa, dans le cadre d'un statut de portage salarial. Finalement. Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement le portage salarial ? Le portage salarial, je veux dire que ça permet de lier le plaisir de garder mon statut d'indépendant, qui est quand même assez essentiel pour moi, avec un aspect aussi salarié. C'est-à-dire que je cumule les avantages et de l'indépendance et du fait d'être salarié. Parce que quand on est indépendant, on a tout un tas de contraintes et aussi
lorsqu'on va arrêter à un moment une structure dans laquelle on est, en tant qu'indépendant, on n'a pas réellement d'aide ou de parachute ou de filet de sécurité. Grâce au portage salarial, on va pouvoir avoir ces filets de sécurité et travailler beaucoup plus sereinement en étant en plus accompagné et en appartenant à un réseau. Donc c'est rassurant. Ah, exactement, Voilà. tout à Alors fait. justement, vous avez dit le mot essentiel, peut-être l'accompagnement. Ça, vous dites, Vanessa, que c'est essentiel quand on souhaite changer de voie professionnelle, de savoir justement taper aux bonnes portes. Alors, à quelle porte faut-il taper? Alors déjà, quand on réfléchit à une reconversion professionnelle, il faut savoir se poser les bonnes questions. Quelles sont ses compétences? Et là, c'est plutôt intéressant de faire un bilan de compétences par des organismes ou par des conseillers en évolution professionnelle. C'est aussi valider sur son bassin géographique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une offre adaptée à ce que je souhaite? C'est aussi valider, c'est aussi peut-être suivre une formation. Si on veut devenir infirmier ou infirmière, il faut être diplômé. Et puis, c'est valider avec sa sphère familiale. Parce qu'une reconversion professionnelle, ça peut être des déménagements, comme tu le disais, en Espagne. Ça peut être aussi des changements d'horaire. On devient boulanger. Ça peut être aussi, on poursuit des études, mais on va à l'autre bout de la France. Donc aujourd'hui, est-ce que la famille est prête à accepter aussi ça? Oui, donc c'est toute la famille qui est impactée et qui doit accompagner le... Ah oui, il faut réellement qu'il y ait ce suivi parce que on engage effectivement toute sa famille. Toute sa famille. Donc moi j'ai l'immense chance d'être soutenu par ma femme et qui à chaque fois me dit écoute, ok, si tu le sens, on y va. Et voilà. Mais c'est vrai que le mot d'ordre quand on crée, et surtout quand on part sur de la reconversion, c'est l'accompagnement des siens et puis la rigueur aussi. Il faut avoir une certaine ligne directive et voilà. Être indépendant, c'est pas la grande liberté non plus. Il y a des contraintes aussi qui sont là et il faut être rigoureux. Et organisé. Et organisé, tout à fait, ouais. Quels sont les retours des gens qui ont sauté le pas, globalement? Que du positif. En fait, ils sont vraiment heureux. À 90%, ils sont plus épanouis. Ils ont vraiment réussi à concilier leur vie pro, leur vie perso. Ils ont un rythme de vie qui leur convient. Donc vraiment que du bonheur. Et je reviens par rapport sur ceux qui ont plus de mal à passer le cap. Soit c'est parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation, soit pas le manque d'informations ou pas savoir vers qui se faire accompagner. Et c'est vrai que là, vous avez Pôle emploi, vous avez l'APEC, vous avez les missions locales qui accompagnent très très bien et qui ont des boîtes à outils adaptés en fait, à ces reconversions. Et puis il y a également des salons auxquels il ne faut pas hésiter à se rendre. Par exemple, alors, il y en a un prochainement. Dites-nous. Oui, le 19 septembre, il y a le salon des 24 heures de l'emploi et de la formation à Rennes, donc au couvent des Jacobins. Et puis vous allez également avoir fin septembre du 23 au 25 au Parc Expo, Entreprendre dans l'Ouest. Donc allez-y, source d'information. On a une question de téléspectatrice qui arrive tout de suite. On va écouter et puis je pense que vous allez y répondre, Vanessa. Laetitia, 39 ans, professeure des écoles. J'aurais voulu savoir comment financer une reconversion professionnelle nécessitant une reprise d'études lorsqu'on est dans la fonction publique. Alors. Ah oui. Alors, dans la fonction publique, je sais que vous cotisez donc à un système qui n'est pas Pôle emploi, mais qui est un système similaire. Donc là aussi, vous cotisez à un système de formation. Ils ont aussi des aides. Après, vous avez là aussi la loi de choisir son avenir professionnel qui a été votée en septembre 2018, où vous avez un compte personnel de formation, de transition, qui finance les changements de métier. Donc voilà, ça serait bien de se renseigner auprès du FONGICIF ou auprès de l'OPCA qui correspond à la fonction publique. Quelles sont les tranches d'âge, Vanessa, les plus concernées par les reconversions professionnelles? Là aussi, on a pas mal d'idées reçues, pas forcément les plus âgés, entre guillemets. En fait, ça concerne tout le monde. Même les jeunes, même les très jeunes? Même les très jeunes, parce qu'en fait, quand ils se rendent compte qu'ils viennent de faire des études, là, j'ai rencontré cet été quelqu'un qui avait fait une école de design, et en fait, elle est sortie avec son diplôme, et en fait, elle ne trouvait pas d'emploi, et elle a repris des études pour être ingénieure télécom. Là où il y a plus de possibilités. Mais ça peut être aussi des jeunes qui sortent, qui prennent un emploi et en fait, ils sont déçus par la routine de leur quotidien et qui se disent, en fait, non, c'est pas ça que j'ai envie de faire dans ma vie. Alors, on peut également se faire aider par des outils justement pour trouver quand même des métiers qui recrutent dans notre bassin d'emploi. Vous disiez que Rennes Métropole a lancé une plateforme, un dispositif qui s'appelle Rennes Accélère. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Alors l'objectif, en fait, c'est que Sébastien connaît également. Voilà, dans le dispositif Rennes Accélère, ils ont créé une commission RH justement pour
pour valoriser l'attractivité du territoire et valoriser les talents du territoire. Et donc, ils ont créé un site qui s'appelle recrutement-rennes.com qui recense toutes les offres d'emploi des acteurs locaux. Donc voilà, c'est aussi une bonne manière de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est recherché sur le territoire, etc. Et pourquoi pas envisager des formations. Tinder, le Tinder de l'emploi. Vous en pensez quoi des dispositifs comme ça, Sébastien ? Très bien, parce qu'il y a énormément de Parisiens qui veulent quitter la capitale et aller en province, donc il faut qu'ils fassent un choix entre différentes villes. Et entre autres, c'est montrer l'attractivité de Rennes qui est en train de bouger de manière monumentale, mais il n'y a pas que Rennes, il y a Brest, il y a ainsi de suite. Et Rennes, c'est un peu le porteur, mais les autres villes aussi mettent en place des actions similaires. Et du coup, ça mène de la transparence et surtout, ils reprennent toutes les offres d'emploi de manière gratuite de toutes les entreprises. Vous mettez sur votre site internet une offre, elle est reprise sur ce site. Donc, c'est des initiatives, on voit bien que tout le monde se bouge. Parce qu'il y a des offres d'emploi, il y a des postes, mais on a du mal à attirer les talents. Bon, alors grâce à une plateforme comme celle-là, ça va être possible désormais. Rémi, vous n'avez pas déjà envie de changer à nouveau de projet professionnel ? Ça fait 2 ans. C'est ça, tout à fait. Vous avez monté votre boîte ? Voilà, aujourd'hui, je suis consultant formateur en digital learning, donc j'accompagne les structures et les autres formateurs dans le développement et la digitalisation de leur contenu. Et du coup, non, pas l'envie de changer tout de suite parce que justement, chaque projet étant différent, ça apporte aussi une certaine énergie, il y a une mouvance permanente et puis c'est un vrai plaisir de partager avec les autres, quoi. Bon, merci beaucoup. Merci. On va maintenant regarder en image un exemple de reconversion. L'ex-coureur cycliste Bruno Cornier, il est devenu pilote d'avion. Gilles Lemorvan et Thierry Bouilly l'ont retrouvé. Vous imaginez où ? Entre deux escales, forcément. Les voilà, Cornier, détaché, alors que derrière, Greg LeMond va être victime d'une crevaison. C'est ici qu'on a réussi à le coincer Cornier à l'aéroport de Rennes, vol au départ de Paris-Charles de Gaulle, arrivé 13h20. Alors ne le cherchez pas parmi les passagers, lui il porte l'uniforme. Le costarmoricain est pilote pour la compagnie Hop Air France, passion pour l'aviation, né alors qu'il ne savait pas encore qu'il ferait de coureur cycliste son premier métier. À l'époque, il était juste un excellent amateur. À l'adolescence, j'avais un grand besoin de liberté. Je suis allé à l'aéroclub de Saint-Brieuc pour m'inscrire. J'avais 16 ans et 2 jours, donc l'âge légal pour piloter. Et je pouvais payer mes heures de vol en disputant des primes. Donc l'heure de vol coûtait 90 francs et je gagnais 3 primes, je m'étais payé 1 heure de vol. Une silhouette glisse entre les flancs arrondis de quelques chalutiers d'anciens caboteurs, c'est celle de Bruno Cornier. C'est là, à Erquy, dans les Côtes d'Armor, que ce garçon de 32 ans pose enfin son sac de nomade du bitume. Bruno Cornier avait mis un terme à sa carrière en 95, fatigué après un 10e Tour de France où il avait connu des pépins de santé, avec à la clé une place de lanterne rouge, pas mécontent de passer à autre chose. Ça soulage, parce que faut reconnaître, je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Si dans le mental on n'a plus ce feu sacré, je pense qu'avant qu'il nous quitte, ce feu sacré, il faut savoir tourner la page. Il avait passé 11 ans dans le peloton professionnel, d'abord équipier d'Hinault et de Lemon, on l'a dit, une place de 14e sur le Tour en 89, en tête ici, au col de Vars. C'est le Français qui va passer en tête au sommet. Cornier, vainqueur aussi du Grand Prix de Plouay l'année suivante en 90, mais qui avait compris depuis longtemps qu'il ne fallait surtout pas garder la tête dans le guidon, qu'une reconversion ne tomberait pas du ciel. J'ai bien compris que ça allait s'arrêter. Alors évidemment, à 32 ans, quand c'est l'âge de la reconversion, le cycliste, il a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour ses entraînements, mais il n'a aucune expérience et aucun diplôme. S'il n'a rien fait, ça ne peut pas aller pour lui. Donc il était impératif pour moi de préparer. Mais en fait, j'ai quand même eu de la chance que j'étais passionné pour l'aviation. Incroyable, quand même, comme reconversion, on n'imagine pas. Oui. En fait, c'était sa passion d'enfant. Voilà. Souvent, c'est peut-être ça aussi. C'est les passions d'enfant qui ressurgissent un peu plus tard. Quoi, peut-être. Ça arrive souvent, ça ? Oui, retrouver du sens, là, aller vers ses premiers amours. Ben voilà. Bon, on va passer du ciel à la terre ferme avec vous, Virginie. Mais on va parler de qualité de l'air. Oui.
Parce que ça concerne pas mal les enfants, évidemment, parce qu'ils sont un peu les premiers menacés, finalement. Au niveau des pots d'échappement. Au niveau des pots d'échappement, mais on sait. Lorsqu'on est en poussette. En poussette, c'est terrible. Alors là, l'idée, c'était de refaire un petit point, puisque c'est la rentrée. Donc, un petit peu, qu'est-ce qui se passe autour des écoles. Le sujet a redémarré, c'était en mars dernier, puisque le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a sorti une étude en se basant sur les chiffres de l'OMS, qui montre qu'en France, alors qu'on peut penser qu'on est un peu épargné, eh bien non, 75% des enfants, c'est-à-dire 3 enfants sur 4, respirent un air pollué. Et le fait de respirer un air pollué a des conséquences. Donc, le dernier magazine de Sans Transition était revenu sur le sujet. Donc, j'avais notamment interviewé Jocelyne Juste, qui est chef de service d'allergologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. Et elle explique que oui, la pollution a un effet sur le développement pulmonaire des enfants, sur leur capacité respiratoire. Et l'Institut de veille sanitaire également a fait des études et montre que vivre à proximité d'un axe routier qui connaît un trafic dense pourrait expliquer 15 à 30% des nouveaux cas d'asthme chez les enfants. Ouais. On peut aussi voir la recrudescence de l'eczéma et bien sûr des bronchites chroniques. Les sources sont connues Les sources connues de la pollution, donc en ville, on va avoir des activités industrielles, on va avoir aussi le chauffage de ville. Alors c'était très étonnant, ce matin, il y avait déjà des odeurs de cheminée. Donc des personnes qui ont dû avoir froid hier soir à 17 degrés, donc c'était assez étonnant dans le centre-ville de Rennes, déjà les cheminées qui... Voilà. Donc le chauffage, ça en fait partie, chauffage au fioul quand les filtres ne sont pas bons, et combustion aussi des moteurs automobiles lorsqu'ils sont essence ou diesel. Il y a aussi les pollutions qui sont à la campagne, on ne les connaît pas forcément, de toute façon ça reste invisible, pollution de l'air, donc c'est l'ammoniac au moment des épandages par exemple, et puis bien sûr la dispersion des pesticides. Et enfin, même dans les classes d'école, les enfants passent en moyenne 6 heures dans une classe, après il peut y avoir en plus les études, etc., au primaire, et là les professionnels de santé disent attention, tous les produits détergents, s'ils ne sont pas bien choisis ou si les classes ne sont pas assez aérées, les enfants subissent aussi la respiration d'un air qui est pollué. Rien ne vaut le vinaigre blanc de grand-mère. On fait tout avec, on n'a pas besoin d'acheter de détergent. Voilà. Est-ce qu'il existe des lieux de pollution, des données sur les lieux de pollution? Alors, il y a 2 actions qui ont été faites. Greenpeace, de son côté, a sorti des cartes sur Strasbourg, Lyon et Paris qui montrent un petit peu où se situent les secteurs de pollution. Pour les enfants, pour les enfants, voilà, en montrant aussi où sont placées les écoles, les crèches, les collèges et les lycées par rapport à ces lieux de pollution. Et il y a aussi l'association qui s'appelle Respire, qui a créé une carte interactive et qui montre notamment les pollutions, donc c'est les mesures classiques, PM10, particules fines, et les dioxydes d'azote. Ils mettent en corrélation les lieux d'accueil des enfants et les zones de grosse pollution pour montrer qu'effectivement, il y a des écoles qui se situent à moins de 200 mètres de lieux de pollution importants ou qui se trouvent carrément dans des secteurs très pollués. Donc voilà, la pollution arrive jusque dans les classes. Les cartes interactives sont accessibles sur Internet. C'est pas très rassurant tout ça. Non, c'est pas très rassurant. En tous les cas, c'est un fait. Donc les associations, c'est vrai, pour la plupart appellent à la fin de l'utilisation des moteurs diesel essence. Elles le demandent dès 2030. On est loin d'y arriver, mais il y a des villes qui commencent quand même à réfléchir. Donc là, rapidement, c'est une des pistes d'action. Voilà, Toulouse, Strasbourg construisent des cours d'école aménagés, donc ils font monter les murs très très haut. Ils mettent aussi beaucoup de végétaux. Ça empêche pas les gaz d'échappement d'arriver. Ça retient les particules, figurez-vous quand même. Oui, ça retient les particules. Alors pas toutes, mais ça en retient une partie. Et puis à Rennes, dans le plan local d'urbanisme, ils réfléchissent tout simplement à interdire la construction d'une école, d'un collège, d'un lycée ou d'une crèche, un lieu d'accueil d'un enfant à moins de 50 ou 100 mètres d'un axe routier d'importance. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de collèges au bord de la rocade. Il y a aussi des axes. Le boulevard de la Liberté est un axe. Il y a beaucoup de villes aussi, à Lorient, Brest ou Saint-Brieuc, dans lesquels il y a beaucoup de circulation sur des axes routiers intérieurs dans les centres. Donc réfléchir à ça. Ça vous fait réagir. Je vois Ronan qui bondit. Tout va bien. Cette pollution. C'est bon ici, ça va. Vous nous l'avez stressé un peu là. Mais si on se tient à 5 ou 10 mètres d'un champ, là, ça va par contre. 3 ou 10, je dirais 3 ou 10. Ah, ça va. Bon, 3 ou 10, il paraît que ça suffirait. Voilà. Mais ouais, donc c'est bien. Enfin, selon l'actuel ministre de l'Agriculture, mais monsieur, il y a des maires qui pensent que c'est 150 mètres la bonne distance pour diminuer déjà l'impact, puisqu'on sait que c'est très volatile. Donc de toute façon, ça circule. Bah oui, forcément. Bon, allez, on va continuer dans ce domaine de l'environnement, justement. On va retrouver Jonathan, notre expert en la matière. Il s'est donné une mission
émission, vous donner des astuces toutes simples à mettre en œuvre au quotidien pour protéger la planète. Bonjour, je m'appelle Adrien et aujourd'hui je viens dans la maison des experts voir Jonathan pour apprendre à économiser l'eau dans mon quotidien. Alors moi, je viens aujourd'hui à la rencontre de Jonathan parce que j'aimerais avoir un peu des astuces pour consommer moins d'eau au quotidien. Je voudrais savoir ce que je peux faire pour économiser de l'eau. Moi, je fais déjà pas mal de trucs, mais je voudrais savoir 1. Est-ce que c'est utile? Et 2. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Bonjour Adrien, bonjour Magali, bonjour Alexandra. Bonjour Jonathan. On consomme beaucoup d'eau à la maison et on a tendance à la gaspiller. Je vous propose de voir quelques petits gestes simples pour mieux l'utiliser et préserver cette ressource qui est précieuse. Vous me suivez? Allez. Ouais. La première source de gaspillage d'eau dans la cuisine, ça va être l'eau qui coule de votre robinet. Et là, par exemple, vous allez pouvoir simplement installer un aérateur sur votre robinet. Ça va permettre de diviser par 2 votre consommation d'eau. Juste un petit geste que vous allez visser sur votre robinet comme ça, et voilà. C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour tous les robinets de la maison? Tout à fait Magali, en fait c'est une taille standard qui va s'adapter à tous les robinets. Donc on pourra l'installer aussi bien dans la cuisine que dans la salle de bain. D'accord, super. Il y a une astuce très simple pour laver sa vaisselle et réduire sa consommation d'eau, c'est d'avoir 2 bacs chez soi qu'on remplit de 5 litres. Un bac pour laver la vaisselle et un autre bac pour la rincer. Et en faisant ça, du coup, vous allez consommer beaucoup moins d'eau. Vous allez passer de 50 litres d'eau en laissant couler l'eau de votre robinet à 10 litres d'eau avec cette astuce. Et donc on utilise toujours la même eau pour toute notre vaisselle? C'est ça, c'est l'eau qui sera utilisée un peu comme pourrait le faire un lave-vaisselle. Il va réutiliser l'eau pour laver tous les éléments de votre vaisselle. Une autre astuce pour économiser l'eau dans votre cuisine, ça va être de laver vos fruits et vos légumes quand vous préparez votre repas avec une bassine de 5 litres pour limiter la consommation d'eau, plutôt que d'utiliser des dizaines de litres en laissant couler l'eau de votre robinet. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir donner une seconde vie à votre eau que vous aurez utilisée, avec un objet qu'il y a sur cette table. Je vous laisse deviner. L'arrosoir. C'est ça. Et je vais vous proposer pour ça de le mettre dans votre arrosoir. Comme ça pourra arroser les plantes de votre balcon et de votre jardin. Comme ça, on ne gaspille pas l'eau et vous pourrez la réutiliser. Une nouvelle vie pour l'eau. C'est ça. En conclusion, afin de consommer moins d'eau, installez un aérateur à tous les robinets de votre maison. Cela vous permettra de diviser par 2 votre consommation. Faites votre vaisselle à l'aide de 2 bacs. L'eau du premier sert à laver, celle du deuxième à rincer. Lavez vos fruits et légumes dans un bac. Pensez à donner une seconde vie à l'eau utilisée en arrosant vos plantes par exemple. Voilà, maintenant, plus aucune excuse pour ne pas économiser de l'eau. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans Ensemble c'est mieux et on parle de reconversion professionnelle ce matin, en tout cas d'emploi. Et on va continuer avec vous, Sébastien. Alors, qui dit rentrée, on va dire dit bonne résolution peut-être ? Exactement. Donc là, on est vraiment dans la rentrée, puisque la plupart des Français, entreprises, ont commencé déjà la semaine dernière. Et la semaine dernière, c'était les séminaires, on discute, on se retrouve, on raconte les vacances. Et puis maintenant, on a besoin de recruter. Inversement, vous étiez en vacances, sûrement, camping, magalo, peu importe, vous avez le voisin, la voisine, la famille à table avec qui vous avez discuté et qui vous dit « Non mais là, il faut que tu arrêtes, là. Là, tu te fais avoir, là. Ton salaire, tu fais trop d'heures. Voilà. » Ça sent le vécu, ça. Vous pouvez même pas imaginer, c'est comme les salles de sport à la rentrée. Septembre et janvier sont les 2 périodes où les gens se disent « Bon, ça suffit, maintenant je m'y mets, je vais trouver un nouveau job. » Parce que là, c'est plus possible. Donc, on dit chercher un job. D'ailleurs, chercher un job, c'est pas le parce que on ne trouve pas un job. Tiens, t'as trouvé un job On dit conquérir un job. On va le chercher parce que c'est forcément pas facile. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on fait Ah oui, une étude, Vanessa, vous en parliez tout à l'heure, par Ipsos pour le compte de l'Agence nationale pour la formation, 75% des actifs seraient prêts à changer de métier. Ouais, c'est incroyable. 75%. Donc voilà. Donc comme l'humoriste, en ce moment, on entend la vidéo virale, si vous voulez des paillettes dans votre vie. Des moulures au plafond, Kevin. C'est ça. Kevin, je veux des paillettes. Et bien là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez aller chercher
un job, regardez sur les sites d'offres d'emploi. Sauf que problème, il y en a des centaines, il y a les réseaux sociaux, et pourquoi sur Facebook et pas LinkedIn et Twitter, et sur quel site je vais et tout ça. Alors comment on fait? Eh ben voilà, vient de se lancer au mois de juin Google. Google s'est dit je vais me lancer dans la partie et on va sortir Google for Job. Le for, c'est le chiffre 4 en anglais, vous l'aurez compris, mon anglais est splendide, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que c'est Google for Job? En fait, c'est simple, c'est un service qui a été lancé au mois de juin et qui consiste à aspirer toutes les offres d'emploi pour les mettre en un seul et même lieu. C'est magique. C'est magique, ouais. Du coup, imaginons vous cherchez un poste de commercial, je vais prendre Rennes, ça pourrait être Brest, Vannes ou ailleurs. Vous tapez commercial Rennes et le mot emploi derrière et vous allez avoir, tiens, on a le visuel, un petit bandeau bleu. Et vous allez avoir toutes les offres d'emploi qui ont été aspirées justement sur la zone de Rennes avec ces mots-clés. C'est génial. Comme ça, on ne peut plus passer à côté d'une opportunité. Exactement. Alors forcément, ça bouleverse le monde de l'emploi dans le sens où, là, pendant l'été, au mois d'août, je regardais les infos et j'ai vu 23 sites d'offres d'emploi qui disent t'es bien gentil Google là, mais donc ils ont fait un petit papier pour la Commission européenne pour faire suspendre le service pour concurrence déloyale. Tout simplement oui, parce que les gens ne passaient plus par leur site et allaient directement sur Google. Donc pour l'instant, forcément parce que c'est gratuit. Mais Google, on les connaît, c'est des Américains. Le gratuit, c'est bien pendant un temps, mais à un moment donné, ça va être payant, donc tout va rentrer dans l'ordre, il n'y aura pas de souci. Donc, ce que je vous conseille pour cette rentrée, c'est forcément d'aller faire votre profil LinkedIn. Toujours mon anglais impeccable. Impeccable. Ce profil LinkedIn qui devient essentiel, mais il est obligatoire. Vous traversez l'Atlantique, vous demandez le CV d'une personne, il vous regarde et il vous dit quoi, CV, curriculum vitae. Mais il y a LinkedIn. Pourquoi faire? Je sais pas pourquoi on prend ça, mais bon bref. C'est pourquoi il y a LinkedIn. À quoi ça sert un CV? Eh bien, on y vient aussi. Donc tous les gens qui n'ont pas fait leur profil LinkedIn, allez-y dessus, faites-le, allez sur Google for Job. Regardez les opportunités. Maintenant, vous avez même des postes où vous pouvez postuler simplement avec votre profil LinkedIn. La corvée du CV terminée. Vous cliquez et vous postulez. Bon. Qui a un profil LinkedIn là parmi vous? Attention, tac, tac, tac. Ouais, mais on est pas mal. Je vais postuler quelque part et on m'a demandé un CV. T'as demandé un CV encore. En plus du profil. Tu donneras le nom et quand tu les appelles. Grande entreprise en plus, je veux pas le dire. Mais... Non, mais il y a le côté aussi traditionnel. Forcément, le temps du changement. Ça va pas se faire du jour au lendemain. On demande encore des lettres de motivation, alors qu'aujourd'hui, je pense aussi peut-être que ça simplifie plutôt que d'avoir un lien, d'avoir tous les docs au même endroit, un nom de CV. Exactement. Vanessa, qu'est-ce que ça évoque pour vous toutes ces évolutions en termes justement de recrutement et de... Je trouve que ça va être un accès facilité pour ceux qui souhaitent changer. Et puis, et on disait, oui, le CV, la disparition du CV, et vivement le recrutement sur les compétences aussi. C'est ça. Vive la mobilité sectorielle. C'est pas Rémi qui dira le contraire. On est bien d'accord. Vous allez être surbooké pour faire des conférences. Bon, Ronan, vous n'avez pas de profil LinkedIn. Non, pas encore. En même temps, vous n'en avez pas besoin là pour l'instant parce que vous êtes bien occupé. Il y a ce qu'il faut pour l'instant. Voilà, vous êtes co-organisateur du festival Plein Feu sur Nouvoite. Et puis, c'est la première édition. Alors, du coup, il y avait beaucoup de travail. Tout à fait. Ça va se passer le 14 et le 15 septembre à Nouvoitou, près de Rennes. Comment c'est né l'idée de ce projet un peu fou? Un peu fou, c'est vrai. Ouais. Première édition du coup d'un festival donc, sur la commune de Nouvoitou le week-end prochain. C'est l'idée d'un projet collectif de 4 personnes, donc Olivier, Sébastien, Marion et moi, qui avons voulu proposer un événement donc, sur la commune de Nouvoitou et permettre de travailler avec des artistes qu'on avait déjà eu l'occasion de rencontrer dans différents moments de notre carrière. Parce qu'il faut qu'on précise une chose, vous créez des solutions lumière pour des spectacles à la base. C'est ça, oui. Votre métier sur LinkedIn que vous n'avez pas, c'est ça. Même pas que mon métier, parce que du coup c'est l'association donc, nous avons créé La Tête d'Ampoule, donc on voit le logo, qui est en fait une fédération de régisseurs lumière de Rennes, pour proposer à des associations, des compagnies, etc., des solutions de lumière. Donc ça peut être effectivement éclairer le site d'un festival, ça peut être l'accompagnement d'une création lumière, la location de matériel, etc. Tout ce qui concerne la lumière par rapport au spectacle. Alors à force de travailler pour les autres, vous vous êtes dit finalement on va peut-être créer notre propre événement, pourquoi pas après tout. Exactement, c'était une envie mutuelle de se dire, on a beaucoup travaillé pour beaucoup d'événements, on avait envie aussi nous aussi de mettre nos pierres à l'édifice là-dessus, de pouvoir proposer un festival du coup
par notre organisation. Alors vous ne faites pas les choses à moitié, vous, pour une première, 17 spectacles C'est ça. en un week-end. C'est ça, Ça va, c'est une bonne moyenne. Quitte à se lancer, lançons-nous. Vous êtes responsable de la programmation. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce festival, Plein Feu sur nos watts? Alors on va trouver un peu de tout. C'était l'idée de cette programmation, c'était pouvoir proposer à la fois des spectacles de danse, donc on a 3 spectacles de danse contemporaine, proposer des concerts avec 4 concerts qui vont de la chanson française au punk rock. Un bal populaire, ouais, un bal populaire le dimanche, du théâtre bien sûr, du cirque, du clown, voilà, on a essayé de tabler un peu sur toutes les formes artistiques qu'on pouvait avoir à proposer. Donc de 7 à 77 ans, Exactement. et même un peu avant et même un peu après. Et même un peu après, ouais, exactement. C'est ça. Vous voulez être accessible. C'est ça. Public intergénérationnel. Et permettre à un public de voir des choses qu'il n'est pas forcément habitué de venir voir. Si quelqu'un vient voir de la danse, être amené à voir les concerts le soir. Si quelqu'un vient voir des concerts, aller au bal le lendemain, voilà. Permettre au public de voir des choses qu'il n'est pas forcément habitué à voir. Côté tarifaire, alors vous avez une autre originalité, c'est pas si fréquent, c'est la libre participation. C'est ça. C'est un pari qu'on a fait donc, pour cette première édition, donc une tarification sur prix libre. C'est-à-dire que libre à chaque spectateur de mettre l'argent qu'il voudra donc, pour nous soutenir et puis pour soutenir les artistes, pour soutenir des projets comme ça. Ça peut être 0, ça peut être 1 million, ça dépend de... Libre à vous, on vous attend. C'est là. Ok. Un peu plus de gens à 0 carrément. On ne sait pas encore, première édition. C'est ça, il suffit d'un et ça rendrait. Voilà. Donc c'est une expérience qu'on essaye de mettre en place par but éthique, bien sûr, déjà pour permettre à n'importe qui, selon ses revenus, selon son envie d'ailleurs, de pouvoir venir voir des spectacles la quantité qu'il veut. Mais c'est pas si risqué que ça en fait, la libre participation. Vous dites souvent, parfois on récolte plus quand on paye les gens. Des expériences qu'on a déjà eues, moi je sais que j'ai déjà eu ça sur des ventes d'affiches où effectivement où le prix libre nous a amené beaucoup plus qu'on aurait pu avoir en mettant en prix, je pense, en prix fixe. Donc c'est une tentative qu'on essaye de faire, que je trouve une autre mode de tarification effectivement d'un événement comme ça, et puis qui permet aussi à une personne de passer 5 minutes, de mettre 1 euro, de se rendre compte que ça lui plaît, et de finalement dire tiens j'ai envie de soutenir un peu un projet comme ça et de nous aider là-dessus. Et puis est-ce que vous avez été aidé pour cette première édition ? Un petit peu par la mairie de Nouveau-Tout, qui nous soutient en logistique et puis un petit peu en financier. Mais sinon, c'est vrai que le budget là, est fait par nos fonds propres. Donc c'est vraiment l'assaut de la tête d'ampoule qui finance ce premier festival. Ouais. Bon, alors le bal populaire, ça va être le temps fort, ce sera le dimanche. C'est à partir de quelle heure ? Le dimanche de 13h à 18-19h. Ah ouais. Ouais, grosse... Ah mais faut tenir, hein. Ah ouais, gros bal. L'échauffement, Il faut dire qu'on a un super artiste, la Boris Viande, qui... Boris Viande ? Boris Viande, ouais. D'accord. Qui, ça vous connaissez ? Non, mais j'adore son nom. Qui animait beaucoup de soirées électro-balkaniques avant. Électro-balkanique, ouais, c'est ça. Et qui là fait une proposition de bal où il va arriver seul sur scène avec un accordéon ou trompette. Et il s'adapte en fonction du public, c'est-à-dire qu'il va commencer par du traditionnel breton, il peut passer par de la cumbia, par de l'électro, par du balkanique aussi. Et tout ça en suivant un petit peu l'ambiance qu'il y aura, le public qu'il y aura, l'énergie qu'il va donner. Ouais. C'est génial. En fonction du public, en fonction du public, il s'adapte quoi. Et possibilité aussi de se mettre avec d'autres artistes aussi pour monter sur scène, voilà. Ouais. Chouette ça. Bon, écoutez, on peut vous souhaiter quoi ? Beaucoup de chance. Une deuxième édition peut-être. Une deuxième édition, on espère aussi. On espère qu'on aura du monde, que la météo sera avec nous. Et, a priori, je crois. Qui va y aller ? Ouais. Virginie, on vous attend déjà. Vous y allez ? Vous avez déjà... Nous en avons discuté déjà. Malheureusement, je ne suis pas dans le département le week-end prochain. Sébastien, il est déjà au taquet, il va y aller. Il va y aller avec son chèque de 1 million. Mais j'ai pris ça, Sébastien, pour faire connaître le festival. Carrément, je vais largement les distribuer. Ouais, c'est super. Ouais, c'est très chouette. Bon, Ma-Catherine, ça va être à vous de vous intéresser à nos animaux. Oui, tout à fait. Alors, parmi la reconversion professionnelle, on se dit, et si je passais toute ma vie à m'occuper des animaux ? Là, Billy, il y va régulièrement quand même à la SPA de Rennes, et il est peut-être allé vous dégoter votre nouvel ami pour la vie, qui sait ? On va regarder. Bonjour. Bonjour, Billy. Alors, ce matin, on a ce petit bonhomme, comment il s'appelle ? Asco. Asco. Alors ça, Asco, c'est un épagnol breton. Ça, je reconnais la race. Un bel épagnol breton. Ok. Alors Asco, qu'est-ce qu'il a envie, lui ? Eh bien, je dirais peu importe. C'est-à-dire que maison, appartement, il s'adaptera. Okay. La maison, je précise qu'il faut qu'elle soit
bien clôturé au niveau du jardin, en tout cas. Voilà. Sinon, ça se carapate. C'est un chien qui a tendance à... Il peut fuguer. Alors, chez nous, il ne cherche pas du tout à fuguer. On est clôturé assez haut ici. Mais voilà, c'est vrai que c'est un chien, s'il s'ennuie, en tout cas, il peut avoir envie d'aller sentir les odeurs une petite ailleurs. femelle en chaleur pas loin. Surtout les odeurs. Voilà, c'est un chien qui a besoin de se dépenser, de sentir des odeurs. C'est un chien de chasse. Donc, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas vivre en famille, bien sûr. Ça, c'est important de le préciser. Mais par contre, c'est un chien qui a justement besoin d'aller en forêt, se balader avec son maître, sentir des odeurs pour pas s'ennuyer tout simplement à la maison. Donc il a besoin de bosser un petit peu, se pister des petits lapins, des petits chats, enfin tout ça quoi. Avec les enfants, les autres chiens, comment on est? C'est un amour, les enfants, pas de soucis. Les autres chiens, il est très très sociable, il sort en meute tous les matins avec plein de chiens et ça se passe très très bien. Donc il aime bien les collègues. Il aime pas trop les chats par contre, ça c'est on va dire son rare petit défaut qu'il puisse avoir, parce que c'est vrai qu'on lui a pas encore trouvé des défauts à chien, il est très attentif. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il serait bien que tu regardes la caméra. Regarde bonhomme, bah oui, petit chat, regarde. Allez, on va te tourner un tout petit peu. Bah non, il n'a pas envie. Donc ce petit bonhomme, il s'appelait Asco. Mais j'ai des friandises, c'est pour ça qu'il me regarde. Ah ouais, bah oui. Faudrait qu'on mette une friandise là-bas sur le plateau et peut-être que ça l'attirait. Bon bah Asco, il a juste besoin de petits câlins. Hein, Asco? Allez, bonne journée. Bonne journée, à très vite. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit Asco. Bon, comment on fait pour se reconvertir vers des métiers pour les animaux? Catherine, vous avez une idée peut-être? Ah bah oui, j'imagine. Il faut être comportementaliste et il faut aimer les petits animaux, surtout. Et il n'y a pas besoin de s'y connaître en conjugaison de mots non plus, également. Non, mais c'est chouette. Mais ça, vous parliez de sens. Mais je pense que quand c'est typiquement le genre de métier aussi où on sait pourquoi on le fait, pourquoi on se lève, que ce soit dans le milieu artistique, dans le milieu environnemental. Maintenant, on sait pourquoi on se lève aussi le matin. Rémi, c'est le métier que vous n'avez pas encore fait, ça? C'est ça. Mais j'ai mon fils qui s'en occupe régulièrement. Ah bon, d'accord. Alors. Vous avez entendu qu'il faut être clôturé très haut quand même. Oui, par contre. C'est comme pour les particules, il faut monter le mur très haut. Et mettre de la végétation. C'est ça. Vanessa, vous voulez dire? C'est comme quand on dit qu'on est petit en disant qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier, maîtresse, vétérinaire, pompier. Donc voilà, on revient à ces amours-là. Oui, je pense quand même qu'il faut suivre une formation d'éducateur canin pour faire ce type. Oui, ça s'improvise pas tout à fait quand même. Bon, merci à tous pour votre bonne humeur et puis j'espère qu'on a donné des pistes et des conseils à tous ceux qui voudraient changer de voix, mais ils sont nombreux déjà, visiblement 75%, c'est quand même énorme, c'est assez incroyable. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Quant à nous, on n'a pas l'intention de se reconvertir tout de suite, on vous attend demain. On se retrouve à 10h45, on parlera entre autres du sport sur ordonnance et de décoration. Et puis on recevra un groupe breton, Cut the Alligator, qui commence à se faire vraiment un nom sur la scène funk et soul rennaise. Tout de suite, vous retrouvez votre série itinéraire Bretagne sur les grands sites sauvages. Manon Amiot et Christophe Rousseau se sont rendus aujourd'hui, vous allez voir ces merveilleuses images au Cap Fréhel et à Erquy. Je vous laisse savourer, c'est quand même absolument fantastique. Oh, on repartirait bien en vacances. Virginie veut y aller. Après, ce sera l'heure de votre journée. Oui, ça y est, tu retournes déjà en vacances. Non, mais c'est magnifique, c'est vrai, marcher là sur le GR34 avec la lande violette, jaune, rose, splendide. Splendide, notre belle Bretagne. Allez, ça va être l'heure de votre journal régional à midi. Très belle journée. Kenavo, à demain.